Et il n'y a pas que les médias étrangers, il y a aussi les médias locaux, Top Congo par exemple, et même Bossol dans la politique, où l'on voit des journalistes se donner la permission de parler soit de la boucherie humaine, soit du carnage, ou de donner des positions comme quoi la ville était tombée. Tikala Setseko, Ndenali Puta, na wax de Maman Moseka, Netoko Maka Légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moseka. Je remercie la présence du président de l'INPC Kinshasa, et aussi à tous les journalistes et responsables des médias. Notre entretien se déroulera autour de 6 points, et je voudrais finalement, après ces points, nous allons probablement avoir des échanges que j'estime être une contribution assez importante. Je ne vous informe de rien, vous le savez ce qui se passe dans notre pays. Vous savez que nous traversons une situation très difficile et que la guerre, elle est menée sur plusieurs fronts. Et comme je ne suis pas membre du gouvernement, non plus membre de l'armée, donc je suis dans le front plus ou moins médiatique. Et ce qui me concerne, à la différence du ministère de la Communication, nous sommes dans la régulation. Ce qui se passe dans les réseaux sociaux, ce qui se passe dans toutes les plateformes numériques, mais surtout ce qui se passe dans les médias traditionnels, à la télévision, tout comme à la radio. Nous avons pris une décision, le bureau va le signer dans peu de temps, dans l'économie, c'est une interdiction formelle sur beaucoup de choses, beaucoup de points, plusieurs points, je voudrais même vous le dire. Nous avons constaté que depuis un certain temps, il y a eu une sorte de porte ouverte, où les gens pouvaient communiquer comme ils le voulaient. Au niveau de la presse internationale, nous avons remarqué, j'ai fait moi-même personnellement le travail de parler avec la RFI, avec France 24, avec Al Jazeera qu'on a fermé et qui ne répondra probablement pas pour l'instant, mais surtout avec d'autres médias étrangers que je serai obligé malheureusement de fermer encore, puisqu'on a l'impression que certains médias ont choisi délibérément la désinformation et surtout l'apologie à ce que nous considérons comme l'apologie au terrorisme. Parce que, comme je l'avais dit à RFI, qui a changé sa manière de faire, parce qu'on avait discuté avec RFI, je ne peux pas comprendre que ça appartienne à un média international, soit-il, de dire que des villes sont stratégiques ou des entités sont stratégiques. Je crois que ça n'appartient pas à un média que de nous dire que SAC est stratégique, ou Minembo est stratégique, ou Minova est stratégique. Encore que, il faut que ce soit le gouvernement qui le dise, pour que l'on sache exactement la stratégie en fonction de quoi. Et en termes de kilomètres, même des distances, on a vu que dans certains moments, il y avait une volonté manifeste de désorienter. Par exemple, pour moi qui viens de Goma, qui suis né là-bas, je suis né là-bas, je ne peux pas comprendre qu'on dise que, par exemple, que SAC est à 2 km de Goma, ou SAC est à 3 km de Goma. Ça, je ne le comprends pas, parce que personnellement, je fais cette distance-là à pied. Donc je connais très bien ce que c'est Minova, je connais bien Bunga, je connais bien Kanyabayonga, je connais bien ces territoires-là, puisque je fuis la guerre, je connais comment ça se passe. Et entendre qu'un média le dise, c'est quand même assez offusquant. Et donc j'ai fait comprendre à RFI et aux autres médias internationaux que c'était pour nous des limites à ne pas franchir. Et il n'y a pas que les médias étrangers, il y a aussi les médias locaux, Top Congo par exemple, et même Bossol dans la politique, où l'on voit des journalistes se donner la permission de parler soit de la boucherie humaine, soit du carnage, ou de donner des positions comme quoi la ville était tombée. Il n'appartient pas à un média d'annoncer la prise d'une ville, c'est plutôt au gouvernement de l'annoncer. Et on a fait cette analyse avec tous les autres médias étrangers. On a été ferme, on leur a dit qu'il ne fallait pas. Il ne fallait pas franchir certaines limites que nous considérons comme une atteinte à notre souveraineté.
Je prends 2 ou 3 cas, parce que c'est quand même important de le dire. Lorsque vous avez des médias qui disent, par exemple, lorsqu'il s'agit de terroristes du M23, puisque chez nous, ils ne sont pas des rebelles, c'était des terroristes, lorsqu'ils disent que les rebelles du M23 ont pris tel territoire ou tel autre territoire, là, ça va pour eux. Mais quand il s'agit de l'armée, ils disent, l'armée a annoncé, un peu comme une certaine distance entre ce qu'ils disent et ce que l'armée vient de faire. Alors je pose la question, pourquoi quand c'est le M23, c'est tout de suite une affirmation? Pourquoi quand c'est la RDC, on dit, oh, c'est l'armée qui a annoncé? Un peu comme pour dire qu'ils ne sont pas responsables de ce que l'armée est en train de dire. Les informations sur les victoires de la RDC sont mises au conditionnel, alors que les informations sur les rebelles et les terroristes sont tout de suite dans l'affirmatif. Nous avons dit que ça devrait cesser, puisque on ne peut plus continuer comme cela. Et donc, dans l'acte du bureau, nous avons demandé aux journalistes de s'abstenir de diffuser des informations sur la guerre sans se référer aux sources officielles, parce qu'il faut le dire, désormais, un média qui prendra le risque de diffuser des informations au sujet de la guerre sans qu'il y ait de sources référentielles officielles, je vais le fermer, sans attendre quoi que ce soit. On va le fermer. Et il y a les médias aussi les médias doivent s'interdire toute diffusion des débats relatifs aux opérations militaires menées par les FARDC sans la présence d'un ou de plusieurs experts militaires, puisqu'on l'a dit. Et chers amis de la presse, vous devez le savoir, quand on parle de la santé, on fait appel aux médecins. Quand on veut parler de l'architecture, on fait appel aux architectes. Alors il ne faudrait pas que lorsqu'on veut parler de choses cruciales, comme celle de l'armée, que l'on appelle simplement des analystes politiques que l'on trouve aujourd'hui au Congo. Alors là, on se dit, non, il faudrait laisser ça, l'exclusivité, aux professionnels. Et les professionnels, on en trouve beaucoup. Et encore ici, il faut le dire, quand on dit expert militaire, on ne dit pas membre du gouvernement. On ne dit pas forcément membre du pouvoir. Un expert militaire peut être un opposant, il n'y a pas de problème. Mais au moins, il a une certaine légitimité dans son rendu pour éviter tout amateurisme, parce que c'est très, très dangereux. Donc, les médias qui vont s'écarter de la logique, eh bien, on n'aura pas d'autre choix que d'aller dans ce sens-là. Et les émissions à téléphone ouvert, ça, on l'a dit aussi. On a vu quelqu'un ouvrir sa télévision, au cours d'une émission, il appelle avec son téléphone un habitant de Goma, et il lui pose des questions, et l'habitant de Goma se met à dire des choses. D'abord, on ne sait pas si effectivement il est à Goma, on ne sait pas si ce qu'il dit est vrai ou faux. Alors, on se dit, qu'est-ce qu'on fait de la pré-écoute alors? Pourquoi on ne fait pas le pré-enregistrement? Comme je le vois dans certaines chaînes, ce n'est pas parce que Télé 50 est ici que j'en parlerai. Plusieurs fois, j'ai vu, il y a Congo Web, il y a plein de médias qui le font, qui prennent au moins le temps de pré-écouter les gens avant de le diffuser à l'antenne. Donc, je pense que c'est des questions importantes sur lesquelles nous n'allons pas transiger. Et aussi, nous avons décidé de ne plus accorder la parole au M23, aux supplétifs du M23, même aux Rwandais. Donc, le média qui va dans son traitement d'information accorder la parole à ces gens-là ou essayer de justifier la prise d'un territoire ou un autre territoire, ou je ne sais pas moi, une ville encore, que n'ont pas encore jusque-là pris des villes, on sera obligé forcément de couper ces médias-là. Et enfin, comme ça s'est passé malheureusement dans certaines chaînes, où les jeunes gens sont passés faire l'appel au banditisme, l'appel à la casse. Donc, et surtout quand ça se passe dans les médias, et que ce soit des journalistes ou des invités qui font ces appels-là dans les médias, nous avons dit qu'aussi, ça ne pourra plus passer. Donc, voilà au moins ces quelques points, l'essentiel de notre communication d'aujourd'hui. Et je voudrais compter sur les journalistes pour amplifier le message afin que les journalistes ne disent pas. Parce que quand vous regardez les traitements de certains médias, même nationaux, pas seulement étrangers, même nationaux, il y a vraiment une sorte de volonté à faire du mal. Alors on ne sait pas. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas assez d'informations ou parce qu'ils veulent, voilà, on fait un peu le buzz, on veut gagner en termes de buzz. Nous estimons que ces médias-là n'auront pas droit chez nous. Médias sociaux, médias traditionnels, radio, et ainsi de suite. Et au niveau des provinces, il y a un élément important, c'est cette confusion entre les radios dites communautaires et les radios voilà, traditionnelles. Toutes les radios, quand nous arrivons au CESAC, nous nous rendons compte que plusieurs radios sont communautaires. Mais dans la pratique, ces radios ne sont pas communautaires. Elles n'ont rien de communautaire. Donc nous allons probablement procéder au retrait
des fréquences de ces médias-là qui ne respectent pas leur ligne. Donc il faudrait en même temps aussi, comme on l'a dit, encourager les médias à diffuser un contenu instructif. Donc si dans vos programmes, dans vos diffusions des informations, évitez, ça on n'oblige pas, mais nous demandons à ce que les médias puissent éviter des chansons de jouissance par exemple, ou des programmes de divertissement inutiles ou sinon non essentiels, et de se concentrer sur des émissions d'appel à la cohésion nationale par exemple, au civisme, et surtout des appels à la construction. Parce que nous ne voulons pas tomber dans une sorte où Goma, il y a des problèmes, et qu'ici à Kinshasa, c'est de l'ambiance. Il faudrait garder les gens dans une certaine unité d'esprit pour que l'on comprenne que nous sommes menacés. Et je n'ai pas dit que nous sommes envahis, on est tout simplement menacés. Et le gouvernement, vous l'avez suivi, le chef de l'État, on va rétablir l'ordre finalement, puisque l'État finit toujours par gagner et la République l'emportera finalement sur certains intérêts égoïstes. Aux journalistes, dans vos traitements d'information, nous demandons une seule chose. Déconstruisons les mythes rwandais. Dans le récit que nous apportons à la contribution des Congolais, il faudrait que les gens comprennent que le Rwanda seul ne peut pas nous agresser. Il n'en a pas le pouvoir. Si le Rwanda nous agresse, c'est parce qu'il est soutenu. Il est soutenu par la communauté internationale, il faut le dire, par les impérialistes, si on peut le dire comme ça, les Occidentaux, et nous le savons. Si aujourd'hui vous regardez le contrat de Gateway, vous le savez, qu'est-ce que dit ce contrat-là? Parce que vous le savez vous-même, quand on achète un bien volé, c'est du resell. Et celui qui l'achète est un reseller. Donc quand vous achetez des coltons de vol qui créent la désolation, la ruine, la mort ici, et donc vous participez d'une manière active à cela. Et qui rétablit l'histoire d'un peuple? Je crois que c'est les médias. Ce sont les médias qui, à un moment donné, rétablissent l'histoire. Nous avons des médias sérieux au Congo, des journalistes de grande facture. Nous attendons votre plume. Nous attendons votre écriture. Nous attendons vos publications. Nous attendons vos reportages pour rétablir l'histoire. Quand vous avez 10 millions de morts chez vous, c'est à peu près la moitié de ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale. C'est à peu près la moitié de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc nous pouvons, le vendre convenablement, sinon le présenter à travers le monde. Parce que ceux qui ont eu 800 morts seuls, 800 000 morts seulement, en ont fait vraiment une information internationale, et aujourd'hui ils ont un crédit comme ça. Et si nous, aujourd'hui, nous regardons dans les yeux, et nous travaillons dans ce sens-là, je crois que ça va être quelque chose de formidable. Et ça pourra nous faire avancer dans beaucoup de choses. Il y a aussi, pour terminer, les silences de certains médias, de certains leaders d'opinion, et de certaines autorités, on va dire, ecclésiastiques, ou de tout genre, où jusque-là, personne n'a dit mot sur la question. Pourtant, nous sommes agressés. Et qu'il fallait une certaine mobilisation générale afin de dire non à l'agresseur et de dire non à ses supplétifs et surtout de dire non aux commanditaires. Mais il y a un silence. Nous estimons que l'histoire retiendra cela comme un cas de complicité. Donc voilà un peu, chers journalistes, chers professionnels de la presse, que vos médias contribuent à la consolidation de notre souveraineté. Ne tombez pas dans le piège parce qu'il n'y aura plus d'avertissement. On n'aura qu'une seule obligation de retirer le signal en entendant que les choses puissent se calmer. Sinon, je vous remercie. À Kinshasa, beaucoup de journalistes étaient un peu inquiétés de la menace qui pesait sur eux, sur une peine de mort probable qui pourrait les réfugier en cas de telle ou telle déclaration, telle ou telle exploitation d'informations. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de précision jusqu'où on risque la peine de mort? Alors, je comprends très bien, je comprends non seulement la question, mais je comprends aussi le contour de la question. Le CESAC n'est pas un distributeur de morts. Nous n'avons pas l'aile pénale, même si je voulais bien. Mais nous, ce n'est pas, nous, on ne condamne pas les gens à la mort, même pas à la privation de la liberté. Seulement, tout ce que nous pouvons faire, c'est de vous interdire l'accès à la télévision ou dans le média pour ne pas diffuser le venin que vous portez. Donc, les journalistes congolais doivent comprendre qu'ils sont tout aussi libres de dire ce qu'ils pensent,
Mais là, dans une démocratie, la liberté, ce n'est pas la permission à la délinquance. La liberté, c'est aussi le respect des textes. Donc vous devez savoir qu'en tant que journaliste, vous ne pouvez pas commencer à plaider la cause de votre, de votre agresseur. Donc c'était plutôt un appel à la mobilisation générale, mais surtout à la conscience et à la responsabilité. Vous, prenons votre cas à Télé 50, je l'ai dit à tout le monde, je l'ai dit encore, nous n'avons aucune plainte de Télé 50 ici, chez nous. Aucune. Le rapporteur est là, il vous le dira, aucune plainte. La seule plainte qu'il y avait, c'était un journaliste qui avait attaqué M. Mende. C'était tout ça. Il n'y avait pas autre chose. Donc, si des médias comme ça, il y en a, je crois que ça devrait être en principe la logique de tous les autres. Un petit complément, Président. Nous sommes en situation de guerre. Et les médias ont besoin de la logistique pour faire la guerre. Je sais que vous assurez la promotion, vous régulez les contenus de nos médias. Est-ce que vous pouvez faire un plaidoyer pour nous, pour que le gouvernement, les institutions, puissent donner un peu plus de logistique à cette presse? Les médias étrangers, ils ont beaucoup de logistique. On les déploie sur les terrains, on les protège, etc. Est-ce qu'il y a une possibilité de faire un plaidoyer pour nous, pour un peu plus de moyens, pour qu'on puisse avoir effectivement ce que vous avez dit tout à l'heure sur la déconstruction du mythe rwandais, mais pour qu'on ait ces éléments de démystification, il faut qu'on les achète, ces reportages. On peut faire des interviews avec des spécialistes, des sociologues, des historiens. Voilà. Ce plaidoyer, est-ce que vous pouvez nous le promettre, que les journalistes, au travers des images ici, puissent dire à ceux qui sont restés, et c'est ça qui va plaider aussi pour nous, pour qu'on ait un peu de moyens pour faire la vraie guerre qui est médiatique. Nous allons nous battre pour ça, ça je peux vous le rassurer. Notre bataille est plus ou moins à ce niveau-là. Parce que lorsque vous avez à peu près 440 comptes que l'on a répertoriés, de comptes de l'armée numérique rwandaise, avec des noms congolais, dans les buts de décourager, de semer la confusion chez nous, alors nous pouvons penser faire la même chose, sinon mieux qu'eux. Parce que c'est vrai que dans cette dynamique, on sent qu'il y a une volonté de déconstruire une chose. Alors nous avons aussi besoin de déconstruire le mythe rwandais afin de créer le nôtre. Par exemple, sur la question des enfants. Vous le savez très bien que le Rwanda et ses supplétifs ont procédé à des enrôlements des jeunes enfants dans l'armée. On n'en parle pas, mais ils sont nombreux. On ne parle pas de cette falsification de l'histoire, le fait de faire du viol une arme de destruction, une arme on va dire, de colonisation même. Donc il faudrait qu'on en parle. Mais qui va en parler si ce n'est pas la presse? C'est pourquoi nous demandons aussi aux journalistes de nous aider à tourner votre regard sur des questions beaucoup plus essentielles. C'est des questions beaucoup plus essentielles parce qu'on ne reste que dans la logique de la musique, dans la polémique, dans des polémiques stériles des politiciens, et qu'on ne touche pas la vraie question, eh bien, on ne saura pas. Mais je peux vous promettre, cher Président, que nous allons travailler pour que la presse ait le moyen qu'il faut pour communiquer. Et surtout, notre objectif, c'est de déconstruire le mythe rwandais, de montrer qu'on ne peut pas se moquer d'un pays, comme je l'ai entendu avec le président rwandais qui parlait de l'élection du chef de l'État. Comment quelqu'un qui, lui, peut avoir 90% chez lui, on ne se pose même pas des questions. Jusqu'aujourd'hui, nous attendons le rapport des Nations Unies. Nous attendons les rapports Mamping. On attend toutes ces choses, mais on n'en parle pas. Jusqu'aujourd'hui, quel est le niveau de droits de l'homme au Rwanda? Quel est le niveau de la liberté de la presse au Rwanda? Ça, on n'en parle pas. Mais quand c'est au Congo, tous les médias étrangers, toutes les ONG, tout ça, ils en parlent. Mais quand on doit pointer du doigt ce qui se passe au Rwanda, plus personne. Donc je pense que nos journalistes aussi devraient travailler dans ce sens-là pour nous aider à mieux plaider leur cause. Mais votre demande est prise en compte, nous allons y travailler. Lorsque vous dites que dans ces genres d'émissions de téléphone, il faut faire très attention par rapport aux réactions des auditeurs, mais souvent ce n'est pas facile pour nous. Simplement parce que lorsqu'une situation perdure, avec tout ce qui circule au niveau des réseaux sociaux, et que le gouvernement traîne à donner une information fiable, à ces moments, même pour nous les présentateurs des émissions de téléphone ouvert, on a des problèmes pour essayer un peu de recadrer les auditeurs par rapport à leur réaction. Moi, j'estime qu'il est également question à votre niveau de voir comment, en situation de crise, je prends l'exemple de la situation du contrôle de la ville de Goma.
À un moment, ça a tellement traîné pour qu'on puisse avoir des informations précises sur la prise de Goma, si c'était une prise totale, bien partielle. À ce moment, on savait quoi dire. Elle n'est pas totale, il faut le dire déjà. Non, elle est partielle, c'est bon, ça la ne pas. manipulation des médias. Elle est Ouais, pas non, totale. non, justement, un média ne peut pas se permettre de dire que c'est total au moment où on n'a pas tous les éléments. Mais à ce moment, si les autorités peuvent déjà faire comme ça se faisait en France, on le voyait avec Israël et Gaza, où il y avait le porte-parole militaire qui essayait rapidement de donner des informations pour éviter des informations. Les choses circulent tellement rapidement sur les réseaux sociaux et la population a besoin d'avoir la bonne information. On s'est rendu compte ces jours-ci, après avoir suivi tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, la population cherchait à écouter les vrais médias, les médias traditionnels pour savoir si l'information est vraie ou fausse. C'est à ce moment que nous, on estime aux autorités de faire également un effort. Rapidement, lorsqu'ils ont déjà tous les éléments, ils donnent la bonne information pour rappeler. Dernièrement, avec l'intervention de Moïse Zanzi. À un moment, tout le monde s'est rabattu sur ça. Parce que lui, il avait parlé comment pouvoir. Mais pourquoi il n'a pas qualité tout là? Justement, Il n'a pas qualité. Ce qu'il a dit ne l'engage que lui. Ce qu'il a dit n'engage que lui, puisqu'il n'engage pas le gouvernement. Donc le problème ici, c'est de penser à ça comme dimension d'information. Mais en même temps, c'est vrai, nous allons encourager l'armée à communiquer le plus souvent. Parce qu'il faut que l'armée communique de temps en temps. Et je crois que tous les journalistes ont probablement le numéro du porte-parole de l'armée. Et quand vous avez besoin d'une information quelconque, appuyez-vous sur cette information-là. Ce que nous ne voulons pas, c'est les journalistes qui connaissent tout, qui commentent sur tout. Ils commentent sur les armes, ils commentent sur les vaccins, ils commentent sur les maladies, ils commentent même sur la spiritualité. À un moment donné, on ne sait plus vraiment il fait quoi exactement. Donc nous voulons que le journaliste se focalise sur une question et qu'ils essaient de s'apaisantir sur les sources officielles. Tout débat, parce que vous venez de dire tout à l'heure, que tout débat portant sur l'agression dont est victime la RDC sans un expert militaire sur le plateau est interdit. J'aimerais vous poser la question maintenant. Un débat, par exemple, sur le message du chef de l'État. Ça aussi, c'est interdit. Parce qu'en écoutant la rue, les uns sont pour ce message, tandis que les autres sont contre. Ils attendaient à ce que le président puisse déclarer la guerre. Est-ce qu'un débat sur le message du chef de l'État, c'est aussi interdit dans nos différentes émissions? Non, les débats du chef de l'État, le discours du public, comme partout au monde, dans tous les pays, les discours du chef de l'État appellent toujours à des débats. Et ce débat-là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez être expert militaire ou pas. Là, il n'y a pas de problème, puisque c'est un président qui parle. Mais nous parlons des opérations sur terrain. Quand il s'agit de parler des opérations sur terrain, faites-vous entourer par des experts militaires qui connaissent la situation. Parce que regardez, cher Ndekozulu, moi j'ai été étonné de suivre un journaliste, que je respecte d'ailleurs, qui parlait de Minembwe, il parlait de l'annexion de Minembwe au Rwanda. Il dit on va annexer Minembwe au Rwanda. Alors je me suis dit, est-ce que ce monsieur peut situer même Minembwe par rapport au Rwanda dans une carte? Et ça, ce sont les gens qui racontent. Il dit même capitale à plateau des Fizi. Tu dis, mais est-ce qu'il comprend? Ou il a certainement entendu quelqu'un parler, et lui aussi il le répercute. C'est ça le problème, l'humilité que les gens n'ont pas de reconnaître que ici je ne connais pas, que j'essaie de me réorienter. Voilà pourquoi il est important que dans vos émissions, que vous ayez des rédactions. Parce que quand vous êtes dans une rédaction, tu peux apporter un élément, un autre dit non, écoute, ce n'est vraiment pas ça, c'est plutôt ça. Comme ça, vous essayez de coordonner la chose. Donc, le discours du président de la République peut faire l'objet des débats. Et je rappelle encore, dire que le chef de l'État n'est pas compétent, ce n'est pas une infraction pour nous. Ce n'est pas un problème. Ça ne nous dérange pas. Et lui-même, le chef de l'État... Non, le problème, c'est dans quelle manière vous le dites. Le chef de l'État, comme je l'ai toujours dit, c'est un homme génétiquement démocratique. Il est démocrate, génétiquement. Il est né démocrate. Il aime la contradiction. Il a dit ça plus d'une fois. Mais le problème, c'est quand on commence à en faire un problème, quand on commence à toucher sa famille, quand on commence à toucher l'État congolais, quand on commence à toucher sa tribu, son ethnie, là, on n'est plus dans le débat. Là, on n'est plus dans le débat. Mais dire que le chef de l'État, il n'arrive pas, il ne fait pas ceci, il ne fait pas ceci bien, là, il n'y a pas de problème. C'est de la liberté de quelqu'un de dire que le chef de l'État peut démissionner. Mais quand vous commencez à dire il doit démissionner parce qu'il est tel de telle tribu, de telle ethnie, parce que là, ça commence à devenir autre chose. Le problème, c'est que nous devons garder cela. La liberté d'expression, nous la protégerons. Le CESAC va protéger la liberté d'expression jusqu'à la fin. Mais ce que nous n'allons pas accepter, c'est la prime à la délinquance. Quand on parle d'un chef de l'État, il s'agit d'un chef de l'État. On ne parle pas d'un chef de l'État comme si on parlait d'un citoyen lambda. Donc, c'est au moins, plus ou moins ça la différence. Les autres l'appellent même sur le plateau. Ça aussi, c'est pas interdit. Non, mais c'est son nom. C'est pas interdit. On appelle Trump, on appelle Donald.
On peut l'appeler Antoine, c'est son nom, il est fier de ça d'ailleurs. Vous avez semblé remettre en cause l'expertise de Christophe Rigaud, qui alimente un site internet présenté comme étant expert sur la question du Congo. Je crois qu'il y a Sonia Rollet qui a apporté cette qualité à 2-3 jours sur France 24. Oui. TVC. Expert du Congo. Bon, j'aimerais bien comprendre l'idée que vous vous faites de l'expertise sur la question militaire. Parce que les Zoulous ne le disent peut-être pas. Les experts militaires, ils courent pas les rues. Et les quelques-uns que nous connaissons, ils n'acceptent pas de passer à la télé. Difficilement ou rarement. Peut-être que je me sens limité. Dites-nous, à partir de tel profil, à partir de tel brevet, est-ce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut se bombarder expert de telles questions? N'a-t-on pas vu des gens se faire passer pour tel ou tel autre? Qui a dit que Christophe Rigaud est expert sur la question du Congo? Sonia qui est arrivée il n'y a pas longtemps, elle est devenue aussi. Bon, vous allez nous dire le profil que vous faites, de l'expertise qu'il faut, la qualité pour porter évidemment cette casquette. L'autre question, c'est jusqu'où peut aller notre patriotisme? Quand une ville tombe, ou qu'il y a une percée de l'ennemi, au nom du patriotisme, doit-on le lire ou pas? Parce qu'il y a une réalité indéniable. On a passé 72 ans. Goma est tombé, il n'est pas tombé. L'armée ne communiquait pas. Le ministre Mouyaï a communiqué, mais sans aborder la question dans son fond. Mais à côté, vous avez des gens qui appellent, qui pensent que vous avez des sources. Vous connaissez des personnes que vous devez communiquer. Passez message en ce moment-là. Dites-nous jusqu'où peut aller notre patriotisme. Dernière question, petite question. Vous parlez de ceux qui se sont tus. Je ne parle pas des religieux ou certains leaders. C'est vrai, ça, ce n'est pas notre rôle. Mais là, si vous en parlez, parlons-en, président. Peut-on aujourd'hui catégoriser quiconque refuse de parler comme étant appartenant à l'axe du mal? Comment peut-on nous permettre une telle généralisation? Merci. Cher Jean-Pierre, vous ne pouvez pas être éloquent quand il s'agit de la corruption, quand il s'agit du vol, par exemple. Vous êtes trop éloquent. Quand il s'agit de la mauvaise gouvernance, vous êtes trop éloquent. Mais quand il s'agit du terrorisme, vous devenez silencieux. Donc je comprends que votre patriotisme est sélectif. Donc vos analyses maintenant sont sélectives. Vos analyses choisissent le sujet. Parce que ceux-là qui se taisent aujourd'hui quand on est agressé sont les mêmes personnes qui ne laissent pas une seule seconde passer quand il y a même des rumeurs non confirmées aux yeux de la corruption. Nous avons vu des gens faire ici des problèmes tout simplement à cause de la question des rames, à cause de la question par exemple de la gouvernance de la ville, à cause de la question des voyages du président. Il y en a même qui ont parlé du voyage du président. Alors à partir de quel moment on est plus éloquent quand il s'agit de ces petits problèmes, mais quand il y a un problème qui nous touche toute la nation, on se tait. Comment voulez-vous que je ne doute pas de votre patriotisme? Comment voulez-vous que dans une maison où vous êtes dans une maison, votre chambre, la chambre est en train de brûler et vous ne dites absolument rien? Mais lorsqu'on a volé un petit pain, vous criez. Donc on choisit ce qu'on veut. Et c'est ça qui est dangereux. C'est pourquoi nous avons dit aux gens que la haine que les gens ont sur Tshisekedi ne pousse pas les induire en erreur, en croyant que si ça tombe, c'est Tshisekedi le problème. Non. Le problème, c'est que nous sommes dans une situation d'agression. On nous fait la guerre. Et ce n'est pas que Tshisekedi. Cette guerre a 30 ans, cher Jean-Pierre. 30 ans. Même plus d'ailleurs. Donc, en ce moment-là, Tshisekedi n'était pas encore au pouvoir, le président. Donc, il faudrait qu'on prenne cette dimension-là. Quand nous sommes attaqués, nous devons nous tous riposter. Donc, moi, personnellement, je le dis, personnellement, j'aurais bien voulu entendre la position des religieux. J'aurais bien voulu entendre la position de tous ceux qui critiquent quand il s'agit de la mauvaise gouvernance, mais malheureusement, il y a un silence. Donc, permettez-moi aussi de douter un peu de leur patriotisme. Mais je ne les accuse pas. Non, c'est moi personnellement, pas l'institution. Si l'institution se proclame, c'est dit un mot, vous le saurez. Mais personnellement, permettez-moi de douter un peu. Alors, la deuxième question que vous posez, c'est jusqu'où le patriotisme peut aller? Mais jusqu'au sacrifice suprême. C'est jusqu'au sacrifice suprême. Nous n'avons qu'une seule patrie.
Nous n'avons qu'un seul pays. Si ce pays-là tombe aujourd'hui, nous tous là, on aura du mal à exercer même le métier que nous faisons le plus souvent. Il faudrait que les gens comprennent. Lorsque les balles tombent, vous pensez que ce sont les membres du pouvoir ou de l'UDPS ou de l'opposition, ça choisit? Devant l'atrocité, il n'y a pas de camp politique. Nous mourrons tous de la même manière. C'est pourquoi nous disons, nous devons garder à l'esprit que le pays va au-delà de nos clivages. Sous d'autres cieux, quand il y a un problème comme ça, on se réunit tous et on voit dans la même direction. Et puis quand on va bouter l'ennemi dehors, on pourra revenir sur nos clivages habituels. Mais ce qui n'est pas le cas ici chez nous. Donc, le patriotisme doit aller jusqu'au sacrifice suprême. Il n'y a pas de concession à faire. Pour terminer, cher Jean-Pierre, vous parlez des experts. Qui est un expert? Ce n'est pas parce que vous êtes blanc, ou parce que vous avez une peau blanche, et que vous êtes venu au Congo pendant 10 ans, et vous devenez tout de suite expert du Congo. Sinon, tous ces blancs-là sont des experts maintenant. Non, le problème, c'est qu'on est expert quand on a des connaissances avérées, des connaissances techniques approfondies sur une question donnée. Lorsque vous parlez de Madame Sonia, en quoi est-ce qu'elle est experte? Parce qu'elle a évolué au Congo, parce qu'elle était journaliste ici, et tout de suite elle devient experte. Et vous, pourquoi vous n'êtes pas expert français? Pourquoi vous n'êtes pas expert belge? Pourquoi vous n'êtes pas expert chinois? Pourquoi ça doit être seulement eux pour qu'ils deviennent des experts congolais? Je ne doute pas de leur expertise. Seulement, il faudrait qu'il y ait une certaine humilité dans leur manière de faire les choses. Parce que quand on regarde, on les écoute, on a l'impression qu'eux, ils ont une science infuse, quoi. Ils ont ça dans le sang. Ils sont nés avec. Non. Nous disons, que vous soyez expert ou pas, sur certaines questions, essayez d'être humble, essayez de voir, de consulter ceux qui connaissent la question. Mais je n'ai pas douté de leur expertise, ils peuvent être experts. Tout ce que nous demandons, c'est d'éviter la condescendance. Ils ne peuvent pas parler du Congo comme s'ils en avaient le droit d'en parler. Et eux, quand ils ont dit, on croit. Non. Sinon, nous tous, nous pouvons devenir. Jean-Marie Kassamba peut devenir aussi expert français. Il a même vécu en France. Donc, il peut commencer à dire aujourd'hui que je deviens expert français. Mais pourquoi nous, on ne le fait pas et c'est à eux de le faire? Puisqu'ils ont passé 10 ans ici, 5 ans ici, nous devons bannir ces complexes-là chez nous. Nous devons les regarder comme des hommes, comme des femmes et avec leurs insuffisances. L'initiative qui a été prise, ça nous permet d'être aux nouvelles directement et d'avoir certaines indications de la manière dont on devrait se comporter. Je me demande d'abord si, depuis le déclenchement de cette guerre, il existe une cellule de communication de crise au sein du gouvernement congolais pour régler ces problèmes. Ça, c'est la grande question que je me pose. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai comme l'impression, vous le savez d'être mieux que moi, que les médias traditionnels sont en train de perdre suffisamment de terrain au profit de NTIC, de Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, et que j'ai semblé voir une certaine réaction de la part de Congolais, journalistes, influenceurs et tout ça, mais qui étaient dans la fausseté. C'est aussi ça le problème. C'est là où je rejoins une conférence scientifique qu'avait animée Patient Ligoudia avec d'autres professeurs, la communication en période de guerre, où on milite comme Saint-Augustin qui dit que la vérité elle-même, elle n'a pas besoin d'être défendue parce que d'elle-même, elle se libère. Elle est comme un lion qui arrive toujours à prendre les devants sur tout ce qui se passe. La désinformation, elle ne nous aide pas beaucoup dans ce genre de situation. C'est vrai qu'on peut avoir des comptes parallèles et tout ça qui peuvent intervenir, mais officiellement, restons dans la vérité et, comme vous l'avez dit, comme le fait d'ailleurs l'ACP, parce que j'ai dit assez régulièrement l'ACP communique pour le compte du gouvernement, mais avec comme source des personnalités politiques, les membres du gouvernement qui communiquent, et ça nous aide à avoir une certaine vision par rapport à la situation des choses. La deuxième préoccupation, vous avez très bien dit qu'il faudrait qu'au niveau de nos programmes, au niveau de notre comportement, que nous puissions adopter une attitude de guerre et tout ça, mais on n'a pas l'impression que Kinshasa vit dans une situation de guerre. Vous m'excuserez, dans la commune de Mandalunga, par exemple, il y a une kermesse qui vient de voir le jour sur un terrain de football en pleine période de guerre. Parce que nous sommes dans une période, juridiquement, vous êtes juriste, vous le savez, on n'est pas encore en guerre juridiquement contre le Rwanda, mais sur le plan des faits, nous sommes en guerre. Quand vous avez les chefs des corps qui sont vos collègues et confrères, dites-leur quand même que nous devrions disposer d'une attitude qui démontre que dans les faits, nous sommes en situation de guerre. Moi particulièrement, mes enfants, ils n'auraient pas été repris de l'école avant-hier, ils n'auraient pas vu de feu sur certaines artères, ils ne comprendraient pas vraiment que nous avons une situation assez alarmante. Qu'est-ce que le gouvernement fait ou pose comme acte pour que nous puissions nous sentir dans cette situation? Parce que ce ne sont pas que les médias
qui régule la vie sociale, il y a aussi d'autres interfaces qui interviennent. Il faudrait aussi que ces interfaces-là puissent jouer leur rôle. Voilà ce que je voulais dire. Comme par exemple, en ce qui nous concerne, j'ai demandé aux médias d'essayer de ne pas rester longtemps sur des programmes non essentiels, donc d'envisager des programmes constructifs, puisque nous sommes dans un état de guerre, comme je le dis, dans une situation de guerre. Comme je l'ai dit, on ne peut pas comprendre que vous puissiez passer vos médias en longueur de journée, des contenus justement de divertissement. Il faudrait plutôt aller un peu plus loin que ça. Et donc, mais cela ne m'empêche pas de discuter avec les autres membres du gouvernement, pour voir avec eux quelles sont les mesures qu'ils doivent prendre pour finalement transpirer cette notion que nous sommes un État agressé, on est révolté. Oui, je crois qu'on va le faire. Et votre question de la cellule de communication, c'est vrai, là aussi, je crois que c'est le ministre de communication qui voilà, il essaie un peu de voir ce qu'il peut, mais nous allons très rapidement mettre en place une cellule et certainement on invitera les journalistes, on vous invitera encore une fois pour voir dans quelle mesure orienter une communication, orienter notre manière de faire les choses. Mais, entre-temps, les activités personnelles, chaque média peut, dans sa manière, dans sa contribution patriotique, nous apporter des éléments qui peuvent nous aider d'abord à lutter contre la désinformation, dénoncer ceux qui sont dans la désinformation et dans la manipulation, et aussi voilà, apporter la bonne information. Ouais. Vous savez, j'ai toujours dit aux amis, il n'y a pas de presse libre et pauvre. Jamais. Lorsque vous avez une presse, soi-disant libre, mais pauvre, il faut savoir que quelque part, cette presse est achetée. C'est très important. Ça touche au programme des chaînes de télé à Kinshasa, pour nous, les médias audiovisuels. Ça touche au cahier des charges des audiovisuels au Congo. Lorsqu'on parle des experts, en principe, chaque rédaction doit avoir ses experts. Chaque rédaction, il y a des desks dans chaque rédaction où il y a des gens qui réfléchissent sur certaines choses, qui sont capables de mobiliser et de produire des contenus capables de répondre aux besoins par rapport à nos populations. Mais produire, ça demande beaucoup de moyens. Et nous n'en avons pas. Il ne faut pas qu'on demande à KMB, dès qu'il est là, dans son petit coin là, de financer l'arrivée des experts qui vont alimenter son programme. Il ne saura pas. Donc nous faisons avec le moyen de bord, ce que nous avons. C'est très important que le CESAC puisse comprendre et nous accompagner. Parce que dans l'existence de CESAC, le CESAC doit nous accompagner, surtout à ce moment ici, le CESAC doit être avec nous. Nous devons voir le CESAC dans notre programme, dans nos éditions, dans nos émissions. Et s'il faut nous soutenir financièrement, il faut que le CESAC nous accompagne. Parce que nous sommes en guerre. Ailleurs, il y a des millions qui circulent. Nous travaillons avec des amis qui sont à l'extérieur. Nous savons ce qui se passe. Même à Kigali, nous savons ce qui se passe. Nous avons grandi à l'Est, nous avons croisé les gens, même à l'étranger. Nous savons ce qui se passe, Monsieur le Président. Parlons des experts. Mais, il n'y a pas longtemps, je suivais quelqu'un qui parlait sur une chaîne que je ne suis pas. Il parlait de l'arrivée de Biden à l'hôpital et il déplaçait même nos territoires. Quand il parlait du coltan, c'est là-bas le coltan. Et quand il parlait de là-bas, il parlait de Castérite et de l'or. Mais on l'a présenté comme expert. Vous voyez, quand un expert qui passe à la télévision, qu'on appelle chaîne internationale, ne sait pas, pour moi ce sont des télévisions étrangères, mais pas des télévisions internationales. Et on présente quelqu'un qui confond Chaba 1 et Chaba 2 pour parler de l'histoire des guerres au Congo. Il confond Chaba 1 et Chaba 2. C'est grave. Il confond par exemple Moba 1 et Moba 2, mais c'est un expert. Mais nous croisons les bras parce que nous n'avons pas le moyen de produire des contenus capables où nous avons des historiens, des géographes qui peuvent nous expliquer pourquoi
Sake conditionne Goma, ça c'est aussi la géographie. Nous avons des géographes ici. Mais tu vas l'appeler à la télévision, dire, on peut savoir combien? Ah, ce sont des problèmes. Il faut nous accompagner. Nous avons besoin de tous ces mondes-là. Monsieur le Président, vraiment merci, mais il faut savoir qu'il n'y a pas de médias libres et pauvres. Merci. Jean-Pierre, Jean-Pierre Kaim, je voudrais aussi que vous puissiez vous lancer dans cette aventure. Devenez expert belge, par exemple. Devenez expert français. Essayez de donner aussi votre point de vue sur la gestion française. Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vu un article d'une dame à la plume sèche, aux clients absents, qui a parlé du roi nu. Mais autant il y a des rois nus, autant il y a des vieilles folles. Ce n'est pas parce que vous avez demandé de rencontrer un président de la République et vouloir faire des interviews avec lui et qu'il n'a pas eu le temps et que vous devenez tout de suite colérique, vous devenez tout de suite méchante et vous devenez tout de suite agressive. Et surtout lorsqu'il s'agit des atrocités qui se passent au Rwanda, cette Belge ne dit absolument rien sur ça. Quand il y a la discrimination policière en Belgique, elle n'est plus mot, elle ne dit absolument rien. Mais elle devient tout de suite intelligente, experte quand il s'agit de la RDC. Les élections au Rwanda, on n'en parle pas. On parle de Panama Papers, mais on ne parle pas de Rwanda Papers. Il faudrait qu'on en parle aussi. Donc, je vous dirais simplement que vous puissiez vous abstenir de toutes ces personnes-là qui ont une langue facile quand il s'agit du Congo et qui sont tout de suite amnésiques quand il s'agit des autres pays. Parce que je peux vous rassurer, sur le point du droit de l'homme, sur le point de la liberté d'expression, la RDC n'a pas de leçons à recevoir d'aucun pays de la région. Aucun pays. Aujourd'hui, vous, M. KMB, depuis que vous êtes là, est-ce que vous avez déjà été arrêté? Est-ce que vous avez déjà été poursuivi? Pourtant, vous faites dans vos émissions tous les jours, voilà, vous avez votre orientation à vous. On ne vous arrête pas. Essayez d'avoir le même comportement, la même attitude au Rwanda, même ici au Congo-Brazzaville. On ne vous laissera pas. Donc, à un moment donné, avant qu'on commence à nous donner des leçons sur la liberté d'expression, sur le droit de l'homme, il faudrait qu'on essaie d'abord de voir dans quel contexte on évolue. Tous nos pays voisins devraient en principe s'asseoir et nous écouter parler. Donc, je pense que cette question des experts a été bien comprise. Monsieur Belledou. Ou le président du CESAC. Ne jouez pas les jeux de l'ennemi, développez le patriotisme. Vous l'avez dit ici plusieurs fois, le porte-parole du gouvernement le dit, et plus loin encore, le ministre de la Justice est allé jusqu'à menacer certains journalistes qui vont relayer certaines informations de la peine de mort. Alors voici ma question. Quelle démarcation vous faites entre le patriotisme et l'information? Président, vous vous souvenez, si on interroge l'histoire, nous sommes en 1996. Le dernier porte-parole de Mobutu s'appelait M. Trifon Kinkeni. Pendant que la rébellion AFDL était aux portes de Kinshasa, Kinkei Moulumba passait dans toutes les rédactions, les phares, les Lima, etc. Il n'y a rien, vaquez à vos occupations. Ils sont loin, ils ne seront même pas à Kinshasa. Et tous les Congolais se référaient chez RFI, Africa numéro 1 à l'époque, etc. En fait, la conséquence, c'est qu'on a assisté à une sorte de rétention de l'information qui a eu pour conséquence le discrédit des médias nationaux. Personne ne suivait le matin que disait la RTNC, les phares, Canal King, je ne sais pas quel média. On se réveillait chaque matin avec une radio pour suivre les médias internationaux. Et je crains fort que quelques années plus tard, nous sommes dans le même contexte. On a l'impression qu'on assiste à une rétention de l'information qui, malheureusement, hélas, 3 fois hélas, ouvre la voie à la désinformation. La conséquence, on est entre nous. Tous ceux que les amis qui sont, entre guillemets, sous-traités par les rebelles ou le Rwanda, ont dit, aujourd'hui, la réalité nous a rattrapés. Une partie des Goma, ou sinon 80%, comme le disait Moïse, est pris. Certains l'annonçaient depuis 3 jours avant, et aujourd'hui, nous sommes dedans. Au moment où nous parlons, on nous dit que les rebelles ont donné un deadline d'être à Bukavu le lundi. Je mets quiconque à défi, Jean-Marie Kassamao, quel média ici, qui peut nous dire exactement ce qui se passe actuellement à Bukavu? Personne.
Hier encore ou avant-hier, nous étions avec les porte-parole du gouvernement. Avant-hier, nous sommes sortis avec la soif d'avoir une idée sur ce qui se passe réellement chez nous. Alors dites-nous, Monsieur le Président du C5, quelle démarcation vous faites, vous, entre le patriotisme et l'information? Tout simplement, c'est la contextualisation qui fait la part des choses entre le patriotisme et l'information. La question, vous êtes journaliste, vous avez fait des études de journalisme, vous le savez. Comment répondez-vous à toutes ces 5 questions essentielles à la vie du journaliste? Quelle est la réponse que vous apportez? Parce que quand vous avez une information, ceux qui ont fait la profession du journalisme le savent, il y a vos 5 questions traditionnelles. Vous devez le savoir cela. Quel est l'intérêt de votre information? En quoi ça nous avance de nous dire les prouesses de ces terroristes du M23? Non, Goma n'est pas tombé. Ne tombez pas dans ne tombez pas dans ça, cher Beledou. Goma n'est pas tombé. Goma n'est pas tombé. Il y a des combats sur terrain que les terroristes sont en train de forcer pour, bien évidemment, détenir Goma. Mais Goma n'est pas tombé. Comment ça, Goma va tomber? Goma n'est pas tombé. Le problème, c'est que tout dépend de quel bord on se trouve. Et le problème, il est ailleurs. Le problème dont vous parlez là, vous faites allusion à l'époque de Mobutu, mais c'est le même problème qu'on a aujourd'hui. Lorsque l'opinion est forgée à la contradiction, lorsque l'opinion est forgée par d'autres entités, ça veut dire par d'autres tenants, qui sont dans une opposition, non pas une opposition républicaine, mais dans une opposition de la contestation ou une opposition de la diabolisation, c'est tout à fait normal que l'opinion ait tendance que tout ce qu'on est en train de leur dire est faux. Pourtant, tout ce qu'on vous dit n'est pas forcément faux. Ce qui se passe, par exemple, maintenant à Bukavu, il y a des affrontements qui se passent. Les rebelles, les terroristes, sont en train de faire de leur mieux. Ils ne sont pas seuls, ils sont accompagnés. Alors, nous, qu'est-ce que nous faisons, nous, en tant que pays, en tant qu'État? Ce que nous avons à faire, c'est que nous allons orienter l'information selon que nous le voulons. Orienter l'information selon que nous voulons, c'est quoi? C'est mettre la pression sur ceux qui envoient ces gens-là. C'est ça la vérité. Parce que si nous voulons aller dans une histoire de guerre, qui gagne, c'est un faux débat. Le débat, il est ailleurs. Le débat, il est que le M23 ne sont pas seuls. Le M23, c'est le Rwanda, c'est la communauté internationale. Vous, en tant que journaliste, ce qu'il faut dire, c'est de dénoncer, c'est de mettre la pression. Regardez, en 2024, Madame Ursula et l'autre dame Kaja, ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne et la présidente de la Commission, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont arrivé à donner des moyens au Rwanda, à signer des accords d'entente. Mais qu'est-ce que nos médias ont fait au niveau local? Quel est le papier qui a contredit, démenti, pas démentir, mais contredire, qui a apporté une autre lumière, une autre version? Nous avons laissé faire ces choses. Alors ne venons pas encore une fois nous plaindre. Quand ça parle contre nous, on ne fait absolument rien. Mais regardez la pression qu'on met quand il s'agit de l'Ukraine. Regardez la plume des journalistes ukrainiens. Dans aucune plume d'un journaliste ukrainien, on reconnaît la force de Poutine. Poutine est traité comme un Hitler. Et tous les caricaturistes le font. Mais pourquoi il s'agit de nous, vous nous parlez de la vérité? C'est quelle vérité? Il n'y a pas de vérité, cher Beledou. Si j'étais à la place du ministre de la Communication, je vous aurais dit la même chose. Il n'y a pas de vérité absolue. La vérité est une notion relative. Et quand il s'agit du pays, on prend de position. Moi, je ne vous dirai jamais de ma bouche que le M23 a gagné quoi que ce soit. Je ne dirai ça jamais de ma vie. Parce que je sais que le M23 ne peuvent pas gagner et le Rwanda ne peut pas nous menacer. Seulement, quand ils sont accompagnés, on peut en parler. Mettons la pression sur les commanditaires, sur ceux qui sont derrière eux. Là, on va équilibrer l'information. Donc, le patriotisme, c'est le fait de prendre sa patrie pour la seule référence. Mais si vous avez la patrie en même temps et vous voulez communiquer au profit des autres, vous ne jouez pas le rôle du patriotisme à ce moment-là. Est-ce que vous, quand un voleur entre chez vous, vous allez louer ses capacités de vol? Est-ce que vous allez accuser votre sommeil? Vous allez accuser le voleur. Qui est celui-là qui a déjà été volé et dire « Ah, moi, il y a ma casse ?» Personne ne le dit. Mais à partir de quel moment vous voulez commencer à glorifier l'intelligence ou la malice du voleur? Le voleur, ça reste des voleurs. Même s'ils arrivent à prendre n'importe quel territoire, c'est des voleurs. Voilà. Mais je ne suis pas à disposition nécessaire que vous pour la Pérou, la Bibi. Parce que ce sont des gens qui ont besoin d'éléments en temps réel. Pérou, la Bibi. Non, c'est important. Déjà, les réseaux sociaux. Parce que TikTok, ils arrivent,
YouTube des alliés, je ne sais pas, Sony, au Bino, Bozozoyami Balé. Vous avez une fois dans la province, je vous avais appelé. La façon dont ma radio, tous mes médias, ma province, déjà fonctionner, je vous dis, c'est ça qui me contrôle. Au général, au général, l'histoire, sanction, tout ça, l'émission, vous gagnez l'émission, vous suspendez l'émission, mais les médias de la province, monsieur le président, contrôlent la route. C'est ça, je doute fort. Je ne sais pas, c'est mes deux préoccupations. Parce que, toi, il ne faut pas qu'il y ait la province, il ne faut pas conquérir la province. Les médias n'ont pas besoin de la province. Nous avons traité d'informations, des réseaux sociaux. Nous avons chité la commande de Cordobaï, on va téléphone ouvert. Et nous sommes là, ils ont la téléphone ouvert. Depuis que mes bandits, qui nous attendent mon côté, à bengi na téléphone pour nous soutenir les bateaux. Et quand mon téléphone ouvert, monsieur le président, ça ne dépend pas un présentateur. Je suis présentateur, moi, ligne, moi, au Ténama, après même bateau, nous supportons le bien la compte de la République. On a 3 jours à vous. Attends mon côté. Il y a d'autres personnes qui vont passer dans la base, on va doute. Pour l'instant, on a période où décision de jouer d'aller au pays ça va téléphone ouvert. Donc, alors, un autre élément est ça, et là, il y a ma province. Non, mais ce n'est pas parce que il y a encore du vol que l'appareil judiciaire ne fonctionne pas. Les gens peuvent continuer à faire ce qu'ils font comme Abbé, mais Bisso, je ne vous dis pas le nombre de médias que nous avons sanctionnés en province. C'est des tonnes et des tonnes. C'est vraiment plusieurs médias qui ont été sanctionnés pour le traitement de l'information libanda. Et ce qu'on a dit au début, dans le bac, il y a déjà tant de bandits dans l'émission. Dans le bac, que tous ceux qui ont requalifié les médias ou les radios communautaires. Tous ceux qui ont référé à Kambouana. Et dans le bac, une fois, dans l'émission Morobo, dans le bac, que en 2025, nous allons tous ça là. Les médias sont belés et kangi. Parce que ça, je vous le dis encore, on a profité pour ça. Les médias sont belés et kangi en 2025 pour les médias, on a respecté les normes. Tout ce qui est les médias, on a des normes. Parce que nous avons comprendre que chaîne logo la Congo Web, chaîne logo la Télé 50, Azui, avant des locaux, avant des personnel, avant des tout belé ou azofuta. Mais tout le monde a la tongo, il n'y a pas dans la chaîne, mais il y a un ndaku, il n'y a pas dans la chaîne, il y a un ndaku. La musique, 80% de la production est la production, il y a piraterie. Il y a piratage, pardon. C'est-à-dire qu'il y a un piratage. Mais au moment n'est pas, il y a Congo, au moment n'est pas Télé 50, au moment n'est pas Congo Buzz, bien évidemment. Au moment que Moutakéi a foutu bien, il y a Bosobolo, il y a Injolo, il y a des documentaires à Zonina. Alors, les médias, on a tout le monde qui est Kangayango, parce que les comptes, les documentés, ça peut respecter l'unité. Pour nous permettre, ceux qui vont tirer les attaques 10 médias, 20 médias, et vous permettre de mieux outiller et tout le monde un œil regardant sur Bino. Pour soutenir Bino, vous allez plus facile. Mais quand vous avez 300 médias, 450 radios, pour ça, donc tout ça, il faut vraiment qu'on travaille. Et pour la question de Liboso, la question sur les réseaux sociaux, on a toujours travaillé sur eux. On est en train de travailler. Surtout, par exemple, le Libanda, le travail est en train d'être fait pour nous retrouver comment résoudre ce problème-là. Et puis, on va régler ça.